Quelles sont les propriétés de l'opérateur delta et de ses itérations? Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. L'opérateur delta entretient un lien très fort avec les polynômes de Hilbert. Ceux-ci font l'objet d'une autre vidéo sur la chaîne qu'il peut être bon de consulter en complément. Donc l'opérateur delta, que l'on appelle aussi l'opérateur des différences finies, associe à tout polynôme p de degré n son évaluation en x plus 1 moins son évaluation en x. On peut très bien étendre cet opérateur à R de x tout entier, mais nous n'étudierons dans cet épisode que la restriction à Rn de x. L'opérateur delta est un endomorphisme, puisqu'il va de Rn de x dans Rn de x, et qu'il est linéaire, puisque si l'on considère deux polynômes p et q de degré n et lambda un scalaire, alors delta de lambda p plus q est bien égal à lambda de delta p plus delta q. Si l'on applique delta sur un polynôme constant, qui est donc égal à une constante alpha en x et en x plus 1, alors le résultat est nul. Si p est de degré 1, alors p de x est de la forme alpha x plus bêta, p de x plus 1 de la forme alpha x plus alpha plus bêta, et donc delta p est égal à alpha. Si maintenant p est un polynôme de degré au moins égal à 2, que l'on peut écrire comme somme pour k de 0 à n des ak fois x puissance k, alors delta p est égal à la somme pour k de 0 à n des ak fois x plus 1 puissance k, moins la somme pour k de 0 à n des ak fois x puissance k. Et puisque l'opérateur delta semble baisser d'un degré le polynôme sur lequel on l'applique, on va développer ces expressions de sorte à faire apparaître les termes de degré n et de degré n-1. On commence par scinder la première somme en trois termes. La somme pour k de 0 à n-2 des ak fois x plus 1 puissance k, à n-1 fois x plus 1 puissance n-1, qui est égale à la somme pour k de 0 à n-2 des k parmi n-1 fois x puissance k plus x puissance n-1, et à n fois x plus 1 puissance n, qui est égale à la somme pour k de 0 à n-2 des k parmi n fois x puissance k plus n-1 parmi n fois x puissance n-1 plus n parmi n fois x puissance n. Et la somme pour k de 0 à n des ak fois x puissance k se scinde elle aussi en trois termes. La somme pour k de 0 à n-2 des ak fois x puissance k, à n-1 fois x puissance n-1 et à n fois x puissance n. On remarque alors que les termes de degré n s'annulent, et qu'il ne reste que n fois an pour les termes de degré n-1. Puisque tous les autres termes de cette différence sont de degré au plus égal à n-2, on peut alors l'écrire sous la forme n fois an fois x puissance n-1 plus q, avec q un polynôme de degré inférieur ou égal à n-2. Et on démontre ainsi que delta p est un polynôme de degré n-1 et de coefficient dominant égal à n fois an, où n fois an est le produit du degré de p par son coefficient dominant. Donc, pour résumer, si p est constant, alors delta p est nul, et si p n'est pas constant, delta p est un polynôme non nul, abaissé d'un degré, et de coefficient dominant égal à n fois an. On en déduit alors que le noyau de delta est constitué des polynômes constants, puisque si p appartient au noyau de delta, alors delta p est nul, et donc nécessairement p est constant. La réciproque est vraie, comme nous l'avons démontré précédemment. Et puisque le noyau de delta n'est pas réduit à 0, on en déduit que delta n'est pas injectif. Concernant l'image de delta, nous savons d'ores et déjà qu'elle est incluse dans Rn-1 de x, puisqu'à tout polynôme de Rn de x, delta renvoie un polynôme de degré inférieur. Et le théorème du rang nous donne que sa dimension est égale à celle de Rn de x moins celle du noyau, et vaut donc n. L'image de delta est donc incluse dans un espace vectoriel de même dimension qu'elle, ce qui signifie qu'elle est égale à cet espace. Delta n'est alors pas non plus surjectif, puisque les polynômes de degré n n'ont pas d'antécédent par delta. Formons maintenant A, la matrice de delta dans la base canonique. Delta de 1 est égal à 0, delta de x est égal à 1, et de façon générale, delta de x puissance k est égal à la somme pour p de 0 à k-1 des p parmi k fois x puissance p. On remarque alors que A est une matrice triangulaire stricte, c'est-à-dire qu'en plus d'être triangulaire, ses éléments diagonaux sont nuls. Et on peut en déduire deux choses.
La première, c'est que 0 est la seule valeur propre de A. Et la seconde, c'est que A puissance n plus 1 est nul. Ou encore, que A est nilpotente d'indice n plus 1. Et par conséquent, delta l'est aussi. Ce qui signifie que quel que soit le polynôme P que nous prenons dans Rn de x, lui appliquer n plus une fois l'opérateur delta donnera un résultat nul. Après avoir étudié les propriétés de delta et établi la nullité de delta puissance n plus 1, voyons maintenant ce qui se passe lorsque l'on applique k fois l'opérateur delta à un polynôme P avec k compris entre ces deux valeurs. Lorsque k est égal à 2, c'est-à-dire lorsque l'on applique delta à delta P, on obtient un résultat nul si delta P est constant, c'est-à-dire si P est de degré égal à 0 ou à 1. Si par contre P est de degré supérieur ou égal à 2, delta carré P sera non nul et son degré sera égal à celui de delta P-1 ou encore à celui de P-2. On en déduit alors que le noyau de delta carré est égal à R1 de x et que son image est égale à Rn-2 de x, résultat que l'on obtient là encore par inclusion dans un espace de même taille. Et on peut généraliser ces formules pour tout k entre 1 et n. C'est-à-dire que le noyau de delta puissance k est égal à Rk-1 de x. Si le degré de P est supérieur ou égal à k, le degré de delta puissance k de P est égal à celui de P moins k. Et l'image de delta puissance k est égale à Rn-k de x. Pour démontrer la première formule, nous pouvons procéder par récurrence. La formule est vraie au rang 1, comme nous l'avons vu en première partie de vidéo, et pour prouver l'hérédité, supposons qu'il existe un j entre 1 et n-1, tel que le noyau de delta puissance j soit égal à rj-1 de x. Si nous prenons un polynôme P dans le noyau de delta puissance j plus 1, alors delta puissance j plus 1 de P est nul. Ou encore, delta puissance j de delta P est nul. Donc delta P appartient au noyau de delta j, qui par hypothèse est égal à rj-1 de x. Donc P est dans rj de x, ce qui prouve que si l'égalité est vraie au rang j, alors elle est également au rang j plus 1. La deuxième formule se démontre également par une récurrence qui ne sera pas détaillée ici. Et la troisième formule provient du fait que l'image de delta puissance k est incluse dans Rn-k de x, résultat qui découle de la formule précédente sur les degrés, et qu'elle est de même dimension que cet espace par application du théorème du rang. La formule portant sur les noyaux est d'ailleurs encore valable lorsque k est égal à n plus 1, et celle sur les images lorsque k est égal à 0. Et puisque pour tout p, delta puissance n plus 1 de p est nul, on peut écrire que dès que k est supérieur ou égal à n plus 1, le noyau de delta puissance k est égal à Rn de x et son image est réduite à 0. La première égalité traduit le fait que le noyau de delta est inclus dans celui de delta carré et ainsi de suite jusqu'à delta puissance n plus 1, itération à partir de laquelle tous les noyaux deviennent égaux. Cette propriété n'était en réalité pas spécifique à l'opérateur delta, puisque quel que soit l'endomorphisme que l'on considère, le noyau d'une itération sera toujours inclus dans celui de l'itération suivante. On dira alors que la suite des noyaux itérés est croissante au sens de l'inclusion. Pour être plus précis, en dimension finie, cette suite est en fait strictement croissante jusqu'à un certain indice R, à partir duquel elle devient stationnaire. Et dans le cas de l'opérateur delta, R est égal à n plus 1. Concernant les images, c'est le phénomène inverse qui se produit, c'est-à-dire que l'image de delta contient celle de delta carré, et ainsi de suite jusqu'au rang n plus 1, à partir duquel les images de toutes les itérations deviennent égales. Et là encore, cette propriété n'est pas spécifique à delta, et quel que soit l'endomorphisme que l'on considère, l'image d'une itération contiendra toujours celle de l'itération suivante, et on parlera alors de décroissance au sens de l'inclusion de la suite des images itérées. Et en dimension finie, cette suite sera strictement décroissante jusqu'au même indice que l'on a introduit précédemment avant de devenir stationnaire. On peut alors représenter ces deux suites dans le plan où se trouvent en abscisse les différentes itérations de delta et en ordonnée les différents espaces vectoriels de polynômes,
et mettre ainsi en évidence leur stricte monotonie jusqu'à n+1, indice à partir duquel elles deviennent stationnaires. Repartons maintenant de la définition de delta et voyons s'il est possible d'obtenir une formule qui nous donne directement la pème itération. Pour p est égal à 2, delta carré p est égal à delta de p de x plus 1, qui vaut p de x plus 2 moins p de x plus 1, moins delta de p de x, qui vaut donc p de x plus 1 moins p de x, soit p de x plus 2 moins 2 fois p de x plus 1 plus p de x. Pour p est égal à 3, delta cube de p est égal à p de x plus 3 moins p de x plus 2 moins 2 fois p de x plus 2 moins p de x plus 1 plus p de x plus 1 moins p de x, soit p de x plus 3 moins 3 fois p de x plus 2 plus 3 fois p de x plus 1 moins p de x. Et nous pouvons remarquer que les coefficients devant les évaluations de p sont, à des facteurs moins 1 près, les coefficients binomiaux. On peut alors supposer que pour tout entier naturel p, delta puissance p de p est égal à la somme pour k de 0 à p de k parmi p fois moins 1 puissance p moins k fois p de x plus k et prouver ce résultat par récurrence. La formule est vraie au rang 0 puisque delta puissance 0 est égal à l'identité. Pour prouver l'hérédité, supposons qu'il existe un rang p à partir duquel la formule est vérifiée. Si l'on compose ce résultat par delta, que l'on utilise sa linéarité, sa définition, et que l'on développe la différence, nous obtenons que delta puissance p plus 1 de p est égal à la différence de ces deux sommes. Nous pouvons réécrire la première somme pour en exclure le terme de rang p, effectuer le changement de variable u est égal à k plus 1 afin d'enlever le plus 1 dans les évaluations de p, et transformer le p parmi p en du p plus 1 parmi p plus 1 sur le terme de rang p. Pour la seconde somme, nous pouvons y intégrer le signe moins qui la précède, la réécrire pour en exclure le terme de rang 0 et transformer le 0 parmi p en du 0 parmi p plus 1 sur le terme de droite. Ces deux sommes étant maintenant identiques à des coefficients binomiaux près, nous pouvons utiliser la formule de Pascal pour les regrouper en une seule. Et si nous réintégrons les termes que nous avions exclus, nous démontrons bien l'hérédité. Nous pouvons alors utiliser cette formule pour en établir une nouvelle. En effet, si nous appliquons n fois l'opérateur delta au monome x puissance j, nous obtenons comme résultat la somme de 0 à n de k parmi n fois moins 1 puissance n moins k fois x plus k puissance j. Résultat qui est encore vrai lorsque nous l'évaluons en 0. Il s'agit maintenant de déterminer la valeur de delta puissance n de x puissance j. Puisque nous avons précédemment établi que le noyau de delta puissance n est égal à Rn-1 de x, si nous prenons j entre 0 et n-1, x puissance j appartient à cet espace, et donc delta puissance n de x puissance j est nul, tout comme son évaluation en 0. Si par contre j est égal à n, nous pouvons montrer par récurrence que delta puissance n de x puissance n est égal à factoriel n. En effet, cette formule est vraie au rang 0, puisqu'appliquer delta puissance 0 à 1 est bien égal à 1. Et s'il existe un rang n tel que delta puissance n de x puissance n est égal à factoriel n, alors delta puissance n plus 1 de x puissance n plus 1 est égal à delta puissance n d'une somme de monômes de degré inférieur à n, qui est donc nul, plus n parmi n plus 1 fois delta puissance n de x puissance n égale à factoriel n plus 1 d'après l'hypothèse de récurrence, ce qui prouve l'hérédité. Donc, si delta puissance n de x puissance n est égal à factoriel n, son évaluation en 0 aussi. Et donc la somme pour k de 0 à n de k parmi n fois moins 1 puissance n moins k fois k puissance j est égale à 0 si j est inférieur à n, et vaut factoriel n si j est égal à n. Voilà, j'espère que cet épisode sur l'opérateur delta vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.